Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer la troisième partie du programme qui est le magnétisme. En fait, c'est un phénomène qui a été connu depuis l'Antiquité. On connaissait déjà la capacité des aimants à attirer quelques métaux, tels que le fer ou le cobalt. Donc, on savait déjà que l'aimant modifiait son entourage. Donc, dans cette leçon, on va essayer de donner une définition à ce phénomène et de déterminer ses caractéristiques. Donc, la leçon s'intitule « Champ magnétique ». Pour mettre en évidence ce champ, il est impératif de travailler avec une aiguille aimantée. C'est quoi alors une aiguille aimantée? Une aiguille aimantée est une lame d'acier trempée, mince et longue, mobile sur un pivot, qui a pour principal rôle est d'indiquer le pôle nord et sud du monde. Dans la vie courante, on trouve plusieurs formes d'aiguilles aimantées, mais la plus courante, c'est celle qu'on représente sur le diapo. Et c'est la même qu'on utilise dans les boussoles. Maintenant, comment on va faire pour mettre en évidence ce champ magnétique? On prend un aimant et on l'entoure avec différentes aiguilles aimantées. On constate alors que ces aiguilles s'orientent d'une façon ordonnée et que cette orientation change selon la position de l'aimant. De là, on peut en déduire une définition du champ magnétique. Donc, c'est quoi le champ magnétique d'une manière générale? Le champ magnétique, c'est une portion de l'espace dans laquelle un aimant fait sentir son influence. Prenons, on a parlé beaucoup de l'aimant. C'est quoi un aimant, ce métal un peu bizarre? Pour déterminer les caractéristiques de ce métal, on procède à différentes expériences. Donc, comme vous voyez sur le diapo, on fait 3 expériences successives. Dans la première, on fait approcher 2 aimants entre eux selon les pôles différents. Dans la deuxième et troisième expérience, on essaie d'approcher les 2 aimants, mais avec les 2 pôles de même type. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Dans la première expérience, on sent qu'il y a attraction entre les aimants. C'est-à-dire quand on les approche avec des dipôles différents, ils se rapprochent, ils s'attirent. Maintenant, si on fait l'approche avec des pôles de même type, on a une répulsion forte. Donc, de là, je peux dire que l'aimant est un matériau développant naturellement un champ magnétique. Pourquoi un champ magnétique? Parce qu'il peut faire varier la direction d'une aiguille aimantée. Et il est capable d'attirer du fer, le nickel et le cobalt. Un aimant possède un pôle nord et un pôle sud. C'est normal puisque les 2 pôles ne sont pas identiques. Les pôles de même nature se repoussent, ceux de nature différente s'attirent. Les aimants sont donc des dipôles magnétiques, dont les pôles sont inséparables, l'existence d'un monopôle magnétique étant exclue jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que seuls les aimants peuvent faire tourner ou changer la direction d'une aiguille aimantée? Non, l'expérience qu'on va
faire va nous dire clairement que ce n'est pas le seul cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On place une boussole à proximité d'un fil conducteur, parcouru par un courant d'intensité de l'ordre de 5 à 10 ampères, et on constate ce qui va se passer. Une fois le courant s'est établi dans le fil, on remarque que l'aiguille change de direction, c'est-à-dire on aura le même effet si on place un aimant au lieu d'un fil parcouru par un courant. Donc, on peut conclure quoi? Que le courant est lui aussi source de champ magnétique. À l'égard des autres champs magnétiques, des autres champs qu'on a déjà définis, le champ électrique, le champ gravitationnel, on doit associer au champ magnétique un vecteur qu'on appelle vecteur champ magnétique. Pour mettre en évidence cette notion de champ magnétique, de notion de vectoriel du champ magnétique, on procède à l'expérience illustrée sur le diapo. Qu'est-ce qu'on va faire? Première expérience, on va placer une aiguille aimantée au voisinage d'un aimant. Au point, l'aiguille aimantée est placée au point A. On observe que celle-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il s'oriente, il prend une orientation bien définie. Maintenant, dans la deuxième expérience, on va essayer de changer par force le sens ou bien la direction de l'aiguille aimantée. On change ou on dévie cette aiguille d'un angle alpha, puis on la laisse. On remarque que l'aiguille va se stabiliser une autre fois dans la même direction. Troisième expérience, on va changer la position de l'aiguille. Si on change la position de l'aiguille, cette fois-ci, la direction de l'aiguille va changer. Donc, de là, on va dire que le champ magnétique en un point dépend de la position de l'aiguille, c'est-à-dire le champ est un vecteur. À l'égard des autres vecteurs, tel le champ électrique, le champ magnétique doit avoir 4 caractéristiques. C'est-à-dire, ce sont les caractéristiques qui caractérisent d'une manière générale un vecteur mathématique, qui sont d'une manière de l'origine, la direction, le sens et l'intensité. Donc, ces caractéristiques du vecteur champ magnétique vont être déterminées ou bien déduites tous à partir de l'aiguille aimantée. Donc, l'origine de ce vecteur champ magnétique sera le point où on veut déterminer le champ, bien sûr. La direction, c'est la direction qui va nous donner l'aiguille aimantée. Le sens, c'est le sens aussi de l'aiguille aimantée qui est toujours dirigé de S vers N. Alors pour l'intensité, pour mesurer l'intensité d'un champ magnétique, on utilise le teslamètre. Le teslamètre, comme vous voyez dans le diapo, il est constitué en deux parties. Une partie qu'on appelle sonde à champ magnétique, c'est la partie qui est sensible au champ magnétique, c'est elle qui va détecter le champ et le mesurer. Une autre partie, c'est un convertisseur en fait qui va nous convertir la grandeur détectée par la sonde en une intensité. L'intensité du champ magnétique s'exprime en Tesla. Maintenant, puisqu'on a dit que le champ magnétique se caractérise par un vecteur B, on a le droit de se poser la question.
qui se passe, ou bien quel est le champ qui va apparaître ou qui va naître en un point M si on a au voisinage de ce point M deux aimants par exemple. Eh bien, la question elle est simple, et la réponse elle est simple, puisque le champ magnétique se réalise par un vecteur B, donc le champ total sera la somme des champs provoqués par les deux aimants. Donc, je relis l'exercice. Soit deux aimants notés 1 et 2, soit B1, le champ magnétique créé par l'aimant 1, en M, et B2, le champ magnétique créé par l'aimant 2, en ce même point. Le champ résultant en un point, en ce point M, est égal à la somme des deux champs. Et on écrit B est égal à B1 plus B2. D'une manière générale, le champ total créé en un point M est la somme vectorielle des champs, des vecteurs champs magnétiques créés au même point par les autres sources. Pour bien assimiler ce phénomène ou bien ce problème de superposition, je vous propose un exercice. Qu'est-ce qu'il dit cet exercice? En un point de l'espace superpose deux champs magnétiques B1 et B2, créés par deux aimants dont les directions sont orthogonales. Leurs intensités sont respectivement B1 est égal à 310 moins 3 Tesla et B2 4 millitesla. La question. Déterminez les pôles des deux aimants, puis représentez graphiquement le champ B résultant. Et en fin de compte, calculez l'intensité du champ total créé au point M et me demande de déterminer l'angle alpha entre l'angle B1 et l'angle et le vecteur champ magnétique B total. Pour répondre à cet exercice, on doit faire appel à nos connaissances précédentes. On sait que le champ B il est toujours orienté de S vers N. Et on sait que les pôles différents de deux aimants s'attirent et de même nature se repoussent. Donc, on en déduit pour l'aimant 1. Le pôle sud, c'est le pôle en bas et le pôle nord, c'est celui qui est en haut. Pour l'aimant 2, vu la position du vecteur B2, donc le pôle nord sera la partie droite et le pôle sud sera la partie gauche. La représentation graphique maintenant de BT. On va s'aider de la représentation géométrique des vecteurs qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en première étape? C'est choisir une échelle convenable. Donc, l'échelle que je vais choisir, c'est 1 cm qui va représenter 1 millitesla. Donc, le champ B1 va être représenté par un vecteur de 3 cm. Le champ B2 va être représenté par un vecteur de 4 cm. Et je trace B1, B2. Pour déterminer ou bien pour tracer le vecteur B total, je construis le parallélogramme et je trace la diagonale. Et c'est comme ça qu'on détermine B total. La troisième question, et c'est l'avant-dernière, c'est comment calculer l'intensité de B total. D'après le schéma, je vois que bien que B1 et B2 sont deux vecteurs orthogonaux. Et B total représente quoi? La diagonale de ce parallélographe. Donc, je vais utiliser le théorème ou bien de Pythagore qui veut me dire quoi? Que B total au carré, c'est B1 au carré plus B2 au carré. Comme ça, je trouve 5 millitesla. Pour déterminer la direction ou bien l'angle alpha.
on utilise les fonctions trigonométriques et surtout la tangente de alpha. C'est quoi alpha? C'est B1 sur B2 et je trouve alpha est égal à 76,39 degrés. Reste maintenant à faire appel à quoi? Une grandeur qui est commune au champ vectoriel. C'est la notion des lignes de champ. Vous vous rappelez bien qu'on a défini des lignes de champ pour le vecteur E, c'est-à-dire le vecteur champ électrique. De la même façon, le champ magnétique se caractérise par des lignes de champ. Cette notion de ligne de champ a été trouvée ou bien a été mise en évidence par Descartes d'une manière accidentelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, en répandant de la limaille de fer autour d'un aimant, Descartes constate que les grains de fer s'orientent comme des petites aiguilles aimantées pour former des lignes fermées appelées lignes de champ. L'ensemble de ces lignes est appelé spectre magnétique. J'ai ici deux spectres magnétiques pour deux aimants différents. Un aimant droit et un aimant en U. On va s'intéresser en premier à l'aimant droit. Dans l'aimant droit, qu'est-ce que je vois? Que les lignes de champ, ce sont des courbes et non des droites. Donc des courbes orientées qui sortent du pôle nord et qui entrent par le pôle sud. Dans ces lignes, le vecteur B, il est toujours tangent à ces lignes de champ. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire je vais m'intéresser à l'aimant en U et je vais m'intéresser spécialement aux lignes de champ qui se trouvent entre les deux pôles nord et sud de cet aimant. Donc, on voit bien que ces lignes de champ sont presque droites. Ils ont une forme droite. Mais c'est pas dans toute la zone interne, spécialement dans une petite zone. Donc, ce qui va nous donner une information concernant les champs uniformes, c'est-à-dire un champ uniforme, qu'est-ce qu'il doit vérifier? Il doit avoir le même sens, la même direction et la même intensité. Donc, de là, je peux dire que je peux produire un champ uniforme à l'aide d'un aimant en U. Reste la dernière partie et qui va s'intéresser au champ magnétique terrestre. En fait, on devait se poser la question, dès le départ, pourquoi des aiguilles aimantées, même placées loin des aimants ou bien des sources de courant, s'orientent-elles toujours dans une direction bien précise? La réponse est qu'il y a présence d'un champ magnétique terrestre. En fait, le champ magnétique terrestre a été découvert depuis l'Antiquité par les Chinois il y a 2000 ans. Les Chinois ont remarqué qu'une aiguille aimantée s'inclinait différemment selon le lieu, mais en croyant que c'était une action du ciel. C'est seulement en 1600 qu'un médecin anglais, William Gilbert, qui propose que le champ magnétique terrestre est lié à la Terre, qui se comporte comme un gigantesque aimant droit placé au centre de la Terre. Et vous voyez bien sur la diapo l'emplacement de l'aimant fictif qui se place au milieu de la Terre. La direction de cet aimant fait un angle D avec la direction de l'axe de rotation de la Terre. Cet angle, si on le mesure maintenant, on le trouve au voisinage de 10 degrés. D'accord?
Maintenant, si on fait une deuxième expérience, d'une manière générale, si je prends une aiguille aimantée capable de pivoter sur un axe horizontal, et je la place à n'importe quelle position du sol de la Terre, on remarque que cette aiguille, qu'est-ce qu'il fait? Il s'oriente bien sûr vers une orientation bien définie, mais s'incline vers le bas. Ce qui montre que le champ magnétique terrestre a bien une composante horizontale et une composante verticale. Donc, on peut dire que le champ magnétique terrestre est la résultante de deux composantes, BH et BV. Merci de votre attention.